Hello, hello, bienvenue sur ce nouveau live. Et donc, comme d'habitude, comme tous les lundis, on repart en live. J'espère que vous avez passé un bon week-end pour commencer. Pas trop pluvieux. Ici, ça a été je dirais une alternance d'averses et de beau temps. Salut Nida, ça va? Et donc, voilà, en tout cas, on en a profité pour se reposer, pour recharger un peu les batteries, et nous voici repartis pour une nouvelle semaine. Donc, vous voyez, j'ai mis mes petites lunettes. Donc, comme je vous le disais, j'ai toujours ce reflet que j'ai toujours pas réglé là, avec ma ring light. Donc, je vais essayer de faire en sorte de pas trop me mettre en face de la ring light. Donc comme je le disais, donc on va repartir pour une semaine et aujourd'hui on va faire, un live où j'ai pas trop de nouvelles à partager. Alors, je dois vous avouer que j'ai pas passé une très bonne nuit, j'ai très mal dormi cette nuit, en fait très, très peu. Je sais pas pourquoi. Mon cerveau a décidé de ne pas dormir, du coup, il est pas impossible que je raconte un peu de merde. Donc, n'hésitez pas à me le dire, dans les commentaires là, si jamais, je dis des conneries, faut pas hésiter à me reprendre. Et donc, pour commencer, oui, tout à fait, Nida. Et non, non, je n'ai pas du tout loupé l'info. Je vais y revenir dans 3-4 minutes, si tu veux bien. Donc, je voulais commencer ce live par un tweet que j'ai posté ce matin en réaction à une nouvelle là, que je vais vous partager tout de suite à l'écran. Eh bien, il y a nos chers députés de la France Insoumise qui a déposé un amendement pour, tenez-vous bien, taxer les œuvres du domaine public qui seraient utilisées pour un usage commercial. Alors évidemment, je mets bien entre parenthèses le terme usage commercial est un peu vague, parce que l'usage commercial, on connaît très, très bien la SACEM, comment elle fonctionne, ça peut être, même, considéré comme un usage qui n'en est pas. Par exemple, il faut savoir que la SACEM, soutire de l'argent tous les ans aux écoles qui organisent des kermesses parce elle diffuse de la musique, parce qu'ils considèrent que, la kermesse, vendre 3 parts de gâteau, fait par les enfants, c'est un usage commercial et donc il faut rétribuer tous les auteurs et interprètes et tout ça, pour ça. Et donc, les ayants droit, je pense, sous la pression, on va dire, ou en tout cas avec, l'aide bienvenue, de certaines personnes qui ont fait pas mal de lobbying derrière, puisque ça fait quand même des années que c'est un sujet qui est sur le feu et que les lobbyistes essaient de faire passer depuis un petit moment. Donc, se sont dit: «Mais on a encore une manne d'argent à se faire, pourquoi ne pas essayer de poser une taxe sur, des œuvres qui seraient tombées dans le domaine public?» Typiquement, par exemple, ça pourrait être du Mozart, mais ça pourrait être d'autres choses, des choses, qui sont sorties. Alors je crois que le domaine public, vous me direz si je me trompe, mais je crois que ça tombe dans le domaine public au bout de 70 ans, quelque chose comme ça en France. C'est pas les mêmes durées dans tous les pays, puisqu'effectivement il y a des règles, locales, on va dire. Et donc, salut, Laurent. Et ouais, tu as raison, Nida. Les sociétés de gestion d'ayants droit sont prêtes à tout pour engranger un max de thunes. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Merci, Laurent. Il me semblait bien que c'était 70 ans en France. Dans d'autres pays, c'est 90. Dans d'autres, c'est 50. Enfin bon, c'est très variable en fonction des droits locaux. Toujours est-il que là, il y a une chose sur laquelle ils sont tous alignés. Ils essaient de taxer un max de thunes sur des choses. Et ils ont déjà fait ça il y a un petit moment et c'était relativement passé inaperçu et je vais vous le repartager à l'écran. Il y a, je sais plus, 2-3 ans, je vous le repartage à l'écran tout de suite. Eh bien, ils avaient tenté donc de ponctionner la musique libre de droit qui était diffusée dans les magasins. En fait, ils s'étaient rendus compte que certains magasins, pour ne pas payer la redevance SACEM, appelons ça comme ça, diffusaient de la musique libre de droit, issue de playlists, YouTube et compagnie ou autres diffuseurs, de streaming, mais de la musique, totalement libre, c'est-à-dire, sous licence, CC, Creative Commons, ce genre de choses et cetera. Et la SACEM, pugnace comme elle est, a réussi à faire passer, donc par la cour de cassation, le fait de faire en sorte que les gens qui diffusent la musique libre, eh bien, payent, pour rétribuer, finalement, des gens qui ne sont pas les auteurs de cette musique. Ça, c'est quand même assez fou et donc c'était un sujet qui avait été relevé par, Marc Ries, dans PC Impact. Marc Ries, donc, si vous ne connaissez pas, pendant des années, il a été le fer de lance sur PC Impact de tout ce qui touche, à Adopi, les sociétés de perception de redevances, et cetera, et cetera. Et donc, voilà, donc en 2019, là c'est affiché à l'écran, en 2019, les sociétés de perception ont réussi à faire en sorte que
eh ben, les gens qui diffusent de la musique libre, dès lors où c'est dans une utilisation entre guillemets commerciale, par exemple dans un magasin, chez un coiffeur, un garagiste, que sais-je encore, eh bien, payent cette redevance et ne rétribuent évidemment pas les vrais auteurs des musiques libres, mais rétribuent une sorte de caisse noire au sein des sociétés de perception de redevances. C'est quand même assez fantastique. Euh, Oui, tout à fait. Ouais, il y a les droits, comme tu dis, Nida, il y a les droits d'auteur, les droits d'interprétation, etc. Mais ça n'empêche que tout ce qui est tombé dans le domaine public aujourd'hui, ils essayent de faire en sorte que de ponctionner leur petite dîme au passage, même si c'est pour un enfin, on sait ce que ça veut dire usage commercial, ça va être interprété au sens très, très large du terme. Donc, une association qui va diffuser par exemple, du Vivaldi ou que sais-je encore, par exemple sur un stand lors de la fête des associations de la ville au début septembre, pourrait être, redevable de ça. Voilà. Bon, enfin, je trouve ça quand même un petit peu fort de café. Voilà. Donc, c'était un petit peu mon coup de gueule du jour parce que c'est des sujets que je suis depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ou 15 ans, qui m'intéressent au plus haut point parce que derrière, il y a tous les sujets qui touchent aux taxes, notamment sur les supports de stockage, clés USB, disques durs, etc. Et au final, les sociétés de perception telles que la SACEM, mais sachez qu'il en existe plus de 40 en France, hein, des sociétés de perception à peu près à tous les domaines. Allez sur la page Wikipédia, il y a une page sur le sujet, vous allez voir que c'est une véritable nébuleuse. Et donc en fait, leur objectif, c'est finalement de se garantir une certaine forme de rente, sans forcément avoir besoin de produire du contenu derrière. Donc aller taxer, par exemple, des supports de stockage sous couvert de la copie privée, sachant qu'aujourd'hui, l'immense majorité des usages, c'est le streaming, donc personne ne stocke, en tout cas très peu de contenu, sous licence. Mais bon, tout ça, ce sont des excuses pour pouvoir s'en mettre plein les poches et arrondir un petit peu leur fin de mois, si je puis dire. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule du jour. Je trouve ça un petit peu gavant et on va passer tout de suite à la suite parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Et donc je vais parler du sujet que Nida a évoqué effectivement il y a quelques minutes, la sortie du noyau Linux en version 6. Donc effectivement Nida, je n'étais pas passé à côté. Et d'ailleurs, ça va faire ma première petite news du matin de demain matin qui est déjà programmée. Je ne l'avais pas programmée pour ce matin parce que je l'avais vu un petit peu tard, parce que je programme un petit peu toutes mes news un peu à l'avance. Et donc voilà, donc le noyau Linux en version 6 est sorti. Alors par rapport à la dernière version du noyau Linux de la 5.19 de mémoire, il n'y a pas de grosse révolution, hein. En fait, maintenant, une habitude a été prise par Linus Torvald et tout le comité qui gravite autour du noyau Linux, de se dire si la différence, on va dire, de fonctionnalité ou de choses qui ont été implémentées entre le début d'une ligne du noyau et une ligne courante est suffisamment avancée, il change de version majeure parce qu'il considère que c'est vraiment ça peut faire l'objet d'une rupture majeure. Effectivement, depuis la version 5 qui est sortie, je me souviens même plus quand, 2 ans, 3 ans, je ne sais même plus. Effectivement, il considère qu'il y a eu tellement d'avancées dans le noyau, notamment tout ce qui est IO Uring, sur le support des nouvelles architectures, notamment Long Arch, notamment aussi le RISC-V, etc., etc. Bah, ça valait le coup de bumper sur une nouvelle version majeure parce qu'il y a effectivement pas mal de nouveautés là, au passage de la version 6. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, comme d'habitude, je vais mettre le replay tout à l'heure sur YouTube et je vous mettrai les liens qui vont bien avec. Donc là, je vous ai affiché la news de Foronix, pareil pour 9 to 5 Linux. Donc, et je vous mettrai en plus le lien vers l'annonce dans la mailing mix LKLM qui vous résumera un petit peu tout ce qu'il y a dans cette nouvelle version. Voilà. Donc c'est l'aube de nouvelles avancées, notamment sur des architectures, sur du support matériel, sur du support logiciel. Il y a aussi pas mal d'améliorations au niveau des perfs. Je parlais de l'IO Uring dont je parlais déjà il y a quelques émissions de ça, qui permet d'avoir des perfs bien meilleurs sur tout ce qui est entrée-sortie et d'utiliser un peu la parallélisation, si je résume un petit peu, une forme de parallélisation et donc un meilleur scheduling des I/O. Donc c'est d'ailleurs utilisé aussi par exemple dans les hyperviseurs comme Proxmox, etc. Donc il y a pas mal de choses, voilà, donc vous irez voir. Donc, par contre, d'ici que le noyau soit intégré dans vos distributions favorites, il va falloir attendre un petit peu. Hier, de mémoire, j'ai posté une news sur la sortie, enfin la sortie bêta finale de la Ubuntu 22.10.
Et donc la 2210 qui sortira encore avec un noyau en version 5.19 quelque chose de mémoire. Et donc, oui, il y a aussi la suppression d'un vieux paramètre qui ralentissait les CPU AMD, tout ça, etc. Enfin, bref. Donc, avant que le noyau Linux 6 arrive dans notre distribution, il va s'écouler quand même quelques mois. Il y a quelques distributions, notamment toutes les distributions qui sont en rolling release vont commencer à adopter ce noyau assez rapidement, comme à leur habitude, avec bien évidemment le choix de basculer sur le nouveau noyau ou pas. Il va falloir maintenant le temps que ce noyau mature un peu, comme d'habitude. Donc voilà, je pense que d'ici 6 mois à 10 mois, on devrait commencer à avoir des distributions stables basées sur le noyau en version 6. Voilà, donc c'est une avancée qui est, je pense, assez intéressante. Enfin, le noyau continue son petit bonhomme de chemin, et donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Et moi, ce que j'ai hâte d'avoir entre les mains très rapidement, je sais pas vous, mais pour tous ceux qui sont un petit peu makers ou qui s'intéressent aux architectures un petit peu plus exotiques, moi, j'aimerais bien avoir entre les mains un de ces quatre des single board computers en RISC-V. Ça commence à arriver, ça commence à émerger. Les performances sont pas encore au rendez-vous puisque c'est une architecture, une ABI, tout ça, etc., qui commence à apparaître sur le marché, donc, mais qui est très dynamique. Donc, je le rappelle, RISC-V, c'est une architecture libre, donc open hardware, que tout le monde peut implémenter un peu comme il veut. Les spécifications sont ouvertes. Il n'y a pas besoin, par exemple, comme ARM, qui, je le rappelle, est un concepteur fabless, donc il conçoit les puces ARM, mais qui n'a pas d'usine, qui se contente que de revendre des licences pour fabriquer les processeurs. Donc RISC-V, pour le coup, n'importe qui peut prendre entre guillemets une licence RISC-V, c'est-à-dire l'architecture RISC-V, et de produire son propre CPU, son propre microcontrôleur basé sur cette architecture. Donc ça va monter en force, je pense, dans les prochaines années, et ça commence donc à arriver de façon relativement mature dans le noyau Linux, pour donc déjà tout ce qui était microcontrôleur, mais aussi tout ce qui est single board computer, qui commence à apparaître un petit peu sur le marché. Alors je pense que d'ici quelques années, peut-être 3, 4 ans, 5 ans, on verra, c'est difficile à dire, hein, on n'a pas de boule de cristal, mais ça nous permettra d'avoir, je pense, des alternatives à ARM relativement bon marché, avec une consommation énergétique qui est intéressante, et puis qui va dans le sens de ce que moi j'apprécie, hein, c'est-à-dire dans le sens de la connaissance libre, c'est-à-dire d'avoir le droit de pouvoir modifier, redistribuer un design et de l'adapter en fonction de ses besoins, et ça, c'est ça qui est cool. Voilà. Donc Nida, tu disais, les cartes qui arrivent sont au niveau des SoC boards chinois, sont onéreuses. Ouais, tout à fait, mais en ce moment, tout est onéreux, hein. Oui, il y a pas une 64 qui se base sur de l'ARM, mais qui aussi s'oriente vers du RISC-V. Mais aujourd'hui, de toute façon, vous avez vu, même les Raspberry Pi sont extrêmement chers parce que le marché du silicium est un peu en tension en ce moment. Les fondeurs sont un peu en tension, donc les prix s'en ressentent. Il n'est pas rare de voir des Raspberry Pi 4 vendus à plus de 100, 120 ou 130 balles, quoi. Enfin, donc c'est un peu délirant. Voilà pour ça. J'ai fait un petit peu le tour là, des petites news, et on va très rapidement passer à un sujet que j'avais abordé la dernière fois, que j'avais déjà aussi abordé sur Twitter. C'était le sujet, voilà, pour certains et certaines, ça va vous rappeler un petit peu, entre guillemets, votre jeunesse. On va parler de Make et de Makefiles. Et de Makefiles, non pas pour compiler du C, du C++, du Pascal ou ce que vous voulez, mais utiliser un Makefile pour une utilisation un petit peu détournée, par exemple générer ou maintenir un site statique sous Hugo, ou par exemple il y a par exemple générer ou maintenir ou comment dire, builder un site sous Symfony, ce genre de choses. Donc j'en avais parlé, il y avait eu un thread il y a une dizaine de jours, on avait parlé de ça, on avait parlé de Makefile, alors on avait parlé aussi de l'alternative de Taskfile qui est basée sur du YAML. Moi je suis pas méga fan plus que ça du YAML, mais je suis pas trop, finalement, pas trop d'avis sur le sujet, du moment que ça fait le taf. Mais je voulais revenir un petit peu sur les Makefile, pourquoi? Parce que finalement c'est un outil qui, je pense, aujourd'hui encore est nettement sous-coté, et beaucoup de personnes ont peur d'utiliser cet outil, soit par non-connaissance, soit par méconnaissance, soit par idée reçue, parce qu'ils pensent que c'est un outil, entre guillemets, qui vient du passé, qui est ancien, parce qu'il faut rappeler que Make, ça existe depuis près de 40 ans.
et alors que ça peut rendre finalement de fiers services, notamment, bah, même si vous travaillez dans le domaine du web, tapez simplement un make, dans la racine de votre projet qui va builder par exemple, tous vos CSS, vos fichiers, divers et variés et cetera. Ça peut être super pratique ou même de lancer, par exemple, un serveur, je sais pas, Node.js ou Hugo par exemple. Je vais vous partager à l'écran parce que si je parle de ça, c'est qu'en plus, ce qui tombe bien, c'est qu'il y a quelques jours là, il y a, Johan Bernabeu qui en a parlé, il en a fait une vidéo sur YouTube et il en avait parlé, un peu avant en disant: «Bah, je vais vous montrer comment, moi j'utilise, un Makefile et donc l'outil Make pour pouvoir gérer mes projets sous Symfony». Donc pareil, je vous mettrai le lien de sa vidéo. C'est assez intéressant parce que ça montre bien que, lui, il l'utilise pour des cas concrets. Par exemple, gérer, builder, maintenir un site, qui est buildé avec, Symfony, mais ça pourrait être bien autre chose. Et donc c'est marrant parce que finalement les sujets se rejoignent parce que, le plus souvent, je vois énormément dans beaucoup d'endroits des gens qui construisent, des applis web, des sites web et cetera, mais qui continuent à taper, à la main certaines commandes. Et les seules choses qui sont finalement entre guillemets «automatisées», c'est dans tout ce qui est, CI/CD. Mais c'est-à-dire que quand les développeurs, travaillent sur la poste de développement, souvent ils tapent eux-mêmes les commandes à la main. npm quelque chose, yarn quelque chose, et cetera, et cetera. Au final, c'est plutôt intéressant d'avoir un fichier de type makefile ou taskfile. Pourquoi? Parce que ça va permettre de centraliser un certain nombre de règles qui seront communes à tous les développeurs. Et comme ça, chaque développeur pourra utiliser exactement la même chose, la même façon de builder le site, la même façon de régénérer ses CSS, la même façon de pouvoir lancer un serveur local, par exemple, etc., etc. Donc j'ai préparé, enfin je sais pas que j'ai préparé, c'est que je vais vous montrer un petit peu, par exemple, comment moi je l'utilise. Par exemple pour mon site web statique, qui s'appelle donc, mxhild.net. Donc Mxhild, on m'a déjà posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est, la contraction des 3 prénoms de mes 3 enfants. Voilà, c'est pas très original, donc c'est Emma, Maxime et Mathilde, et donc ça le tout contracté, ça fait Emaxhild. Donc je vais vous montrer, donc à la racine, on va dire de mon projet, puisqu'il est hébergé sur un GitLab CE, qui est personnel, à moi, sur un de mes clusters, Proxmox. Donc j'ai, un fichier qui est un makefile, j'espère que c'est assez gros et que vous voyez. Donc j'ai un makefile, tout simplement, qui me permet d'avoir effectivement un certain nombre de règles pour builder le site, pour le nettoyer, pour, le servir, en local, pour, fixer par exemple un certain nombre de permissions, et cetera, et cetera. Donc là, vous voyez, j'ai un certain nombre de règles. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas le makefile, en fait, le makefile, c'est quand même quelque chose qui est très simple, qui est très déclaratif. C'est un fichier texte qui va contenir, des cibles, et ces cibles vont dépendre de certaines règles. Et il est d'usage, c'est pas une obligation, il est d'usage que par exemple lorsqu'on tape make, make va chercher la première règle éligible, dans le fichier makefile. Donc une règle, c'est une chaîne de caractères. Je vais vous l'afficher là par exemple. Hop. Ici par exemple, ici il y a une règle. Donc la règle all dépend de la règle build, tout simplement. Et donc si j'appelle la règle, donc par défaut, si je tape make, il va trouver la règle all qui est la première règle éligible, et par défaut, souvent, on utilise cette règle implicite, c'est une convention que all permet de builder tout le projet, que ce soit un projet en C, en C++, en Pascal, en COBOL, en ce que vous voulez, ou en PHP par exemple. Et donc lorsque j'appelle la règle all va appeler la règle build. Et la règle build, j'ai fait une petite, je vais réduire ça. Voilà, la règle build, tout simplement, si vous la regardez juste en dessous, elle dépend de la règle Hugo build. Et cette règle Hugo build, tout simplement, si je vais la chercher, /Hugo build, voilà, va appeler un script que j'ai préparé. Alors j'aurais pu mettre l'exécution de la commande Hugo directement dans le makefile, mais j'ai préféré sortir ça dans des scripts pour plein de raisons personnelles. Et donc cette règle Hugo build va appeler le script ./bin Hugo build, et donc qui va permettre de builder le site. Donc si je fais make, voilà, ça me build tout simplement le site. Donc j'ai créé, donc si je vais voir dans bin Hugo build, voilà, Hugo build tout simplement, je me mets dans le répertoire source, puisque moi j'ai une arborescence avec tout à la racine, et puis le source de Hugo est dans le sous-répertoire src, et j'appelle donc Hugo
en mode verbose et je lui demande de nettoyer le répertoire de destination qui est le répertoire public. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez pratique. C'est quelque chose qui est assez pratique parce que finalement vous pouvez définir toutes les règles que vous voulez et les avoir toutes recensées à un point central de votre projet. Et en plus, ce qui est super bien, c'est qu'aujourd'hui, on a la complétion directement par exemple avec Bash, qui est capable d'aller voir toutes les règles qui sont présentes dans un makefile. Donc si on tape tabulation, il va m'afficher toutes les règles qui sont disponibles. Donc par exemple, là, je peux faire make clean, qui va aller me nettoyer le projet. Je peux faire make, par exemple, mrproper, qui va faire git clean-f-d-x, qui va nettoyer carrément l'intégralité de mon projet dans l'hypothèse où j'ai fait plein de merde et je veux revenir dans un état super propre. Voilà. Donc si je veux par exemple servir mon projet, je fais make serve. Make serve va appeler mon script bin Hugo serve qui va appeler donc Hugo en mode verbose. Il va nettoyer le répertoire de destination. Il va passer les flags -d-f qui vont permettre alors -f c'est pour builder par exemple les pages qui seraient écrites et publiables dans le futur. Donc ça c'est très pratique lorsqu'on est en mode développement, qu'on veut préparer un article de blog dans le futur. Ça permet de pouvoir afficher les pages alors qu'elles ne seront pas encore normalement éligibles à l'affichage. Voilà. Et du coup, maintenant que j'ai fait ce make serve, je peux faire simplement, hop, je peux ouvrir mon serveur localhost 1313 et je me retrouve sur mon site en local, voilà, en mode développement. Donc c'est super pratique, pour faire du dev, mais vous voyez, pas forcément que du dev dans des langages compilés plus traditionnels, mais ça peut servir pour énormément de choses. Et mais vous pouvez aussi, par exemple, si vous buildez un site ou une appli web qui a besoin de compiler des fichiers CSS, par exemple, eh bien, vous pouvez définir ces règles dans votre projet, simplement en disant rends-toi dans tel répertoire et fais le build de ce fichier CSS par rapport aux règles que tu as décrites. Et tu peux définir un certain nombre de règles implicites. Notamment, par exemple, dans Make, il y a des règles implicites. Par exemple, si on lui dit qu'on cherche à builder un fichier .o, un fichier objet, et qu'il existe un fichier .c, il connaît une règle par défaut pour pouvoir builder un fichier .o d'après un fichier .c. Je vais... Là, j'ai préparé un truc ici. Hop, ça, c'est un template. Je vous avais dit qu'un jour, dans pas longtemps, je sais plus quand, je sais pas encore quand, je vais vous faire un petit cours C++ from scratch. Donc j'ai préparé quelques fichiers et notamment par exemple un makefile. Là je vais vous montrer un petit peu. Donc au début j'ai défini un certain nombre de variables qui vont me servir. Alors de façon conventionnelle, $cc c'est pour votre compilateur C, cflags c'est les flags de compilation pour le C, cxx c'est le compilateur C++, cxx flags les flags de compilation pour le compilateur C++, etc., etc. Et donc, par exemple, on peut définir un certain nombre de règles qui sont des règles, entre guillemets, implicites, qui peuvent dire, par exemple, si j'ai un fichier .c que je veux générer un .o, donc ce qui m'évite de définir les règles pour chaque fichier que je vais vouloir compiler, on appelle la commande $cc-c $cflags, et en passant les autres flags qui vont bien, et le $ inférieur ici va récupérer le fichier source qu'on cherche à compiler. Donc ce qui veut dire que lorsque je cherche à compiler, voilà, ici, mon programme, voilà, c'est ici. Donc mon programme, il va prendre le myObject, ici, myObject qui est défini hop, ici, et donc il va dire, ah tiens, je cherche à compiler un objet qui s'appelle main.o. Donc mec est suffisamment malin parce qu'en plus je lui ai donné des règles implicites. Il va dire est-ce que j'ai un fichier main.c correspondant ou main.cc par exemple correspondant, et s'il les trouve, il va compiler le fichier .o avec les règles implicites qu'on lui a données. Et donc ça marcherait de la même manière pour des fichiers CSS avec des sources en SCSS. On dirait si je cherche à générer un fichier CSS, donc .css depuis des sources .scss par exemple, on appelle la commande qui va bien pour pouvoir compiler et donc générer ce fichier CSS. Donc c'est quand même quelque chose qui est super pratique et qui permet aussi à n'importe quel développeur, si je reviens hop,
par exemple sur un projet web, n'importe quel développeur, sans avoir besoin réellement de savoir comment se build votre appli, par exemple votre appli web, qu'elle soit en Symfony, en Node.js ou savoir comment la lancer, etc. Il a juste besoin de faire make, tab, et il voit toutes les règles qu'il a à sa disposition. Et après, il suffit de documenter ces règles, et du coup, elles s'exécutent de la même manière pour tout le monde, de la même manière partout. Et ça, c'est quand même super pratique. Voilà, donc je voulais juste vous montrer un petit peu voilà, comment je gérais moi mes projets, y compris des projets web. J'ai plein de projets web qui soient statiques ou pas statiques d'ailleurs, que je gère de la même manière. Alors parfois avec plusieurs niveaux de makefile, il peut y avoir des makefiles dans des sous-répertoires, ce genre de choses, etc. Mais la logique est un peu toujours la même, ce qui me permet d'éviter de me rappeler systématiquement d'un projet à l'autre. Tiens, ce projet, est-ce que je dois faire par exemple un npm update comme ci ou un npm install par là, etc. On peut avoir des règles make qui peuvent dire simplement, bah vas-y make install dependencies, hop, ça va t'installer toutes les dépendances par exemple. Et du coup, on n'a plus besoin de se poser la question de savoir est-ce qu'en dessous c'est du npm, du bower, de ce que vous voulez, n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est pratique. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de choses parce que je vois beaucoup de projets qui hésitent à utiliser ce genre d'outils. Alors pas forcément Make, puisqu'il existe aussi les task files. Donc comme je le disais tout à l'heure, qui sont à peu près un équivalent, mais au lieu d'avoir un fichier déclaratif en syntaxe makefile, c'est un fichier déclaratif en syntaxe avec du YAML. Après, il suffit de savoir comment se structure le fichier, mais au final, c'est exactement la même chose. On a une cible, et à cette cible, on va exécuter un certain nombre de commandes, et ça permet de centraliser les choses et que tout le monde ait accès aux mêmes commandes, et build ou manage le projet exactement de la même manière. Et de la même manière que lorsque vous téléchargez, que vous voulez builder une application, par exemple en C, par exemple, avec les AutoTools, bah, vous pouvez avoir, par exemple, vous connaissez la commande classique configure make install. Bah, voilà, il n'y a pas besoin d'être comment je dirais, un spécialiste du C ou du C++ ou n'importe quel autre langage pour pouvoir builder, parce qu'on sait qu'il y a juste ces commandes-là à taper, et en général, les cibles classiques qu'on va retrouver, c'est clean et all. Alors, tu dis, je suis en général assez fan des commandes make, mais parfois ça peut devenir assez complexe de gérer les environnements de dev non standards. Oui, ça peut le devenir, mais ça, tu peux t'en sortir avec des profils. Tu peux avoir des cibles avec des profils particuliers, ou tu peux avoir, par exemple, tu peux avoir 3 makefiles différents si tu as des environnements particuliers. Des makefiles qui vont juste positionner l'environnement un peu comme il faut. Mais ce que tu dis, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste, mais c'est vrai aussi, bah, par exemple, lorsqu'on fait de l'intégration continue, bah, parfois, par exemple, dans le GitLab CI.yml, et .yaml, on peut se retrouver en disant bah, si je déploie sur une plateforme de test, je le déploie de telle manière, et si je le déploie sur une autre plateforme, je le déploie un peu d'une autre manière parce que c'est pas tout à fait stricto sensu équivalent, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on est souvent confronté avec des environnements parfois qui sont un petit peu exotiques, alors que c'est le même projet, parfois dans la même équipe, mais qui vise une plateforme parfois peut-être un peu différente. Donc tu dis, par exemple, une commande Docker dépendant du nom interne de l'host, ouais, bah, par exemple, c'est tout à fait ce genre de choses qui peut arriver, et c'est vrai, enfin, tu vois, la solution que tu me demandes, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu peux avoir un makefile qui est une copie quasiment à l'identique du makefile standard, mais avec des environnements particuliers, où tu peux avoir simplement des cibles qui sont définies spécifiquement pour un environnement dans ton makefile. Après, il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas la bonne façon. Il y a tellement de façons de faire les choses et qui dépendent tellement du projet et de l'environnement que c'est difficile de donner une réponse, je dirais, dans l'absolu. Voilà. Mais voilà, que ce soit Makefile ou Taskfile ou d'autres systèmes, faut pas hésiter à les utiliser parce que c'est quand même des outils qui finalement, par exemple Make, les gens pensent que c'est juste pour compiler par exemple du C ou du C++. En fait, c'est vraiment un outil qui est très génial, qui permet de faire un peu tout ce qu'on veut. On donne une cible, cette cible elle dépend de certaines règles et ces règles sont exécutées, donc du coup c'est super pratique, et je vous mettrai dans le lien de la vidéo YouTube le lien vers le manuel de référence de GNU Make, qui est quand même la version de Make la plus répandue, mais qui est quand même assez standard maintenant. Mais vous verrez que finalement, Make, ça s'apprend, enfin la syntaxe d'un Makefile, vous l'apprenez en 5-10 minutes, pas plus. Une fois que vous avez compris le principe, ça va très très vite à définir son propre fichier de Makefile, répondant à ses propres besoins,
et qui permettent vraiment d'être plus serein et plus souple sur ce qu'on fait. Après, il y a des outils qui sont moins adaptés. Par exemple, moi je préconiserais pas par exemple d'utiliser CMake, parce que CMake c'est vraiment très orienté compilation, mais c'est moins généraliste comme outil. Mais par exemple TestFiles est un outil finalement qui est l'équivalent de Make et qui est très généraliste lui aussi. Voilà. Donc, merci pour ce rappel. En effet, j'y pensais pas pour automatiser mon quotidien de dev. Limite, j'aurais plus pensé à un script shell. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est exactement ce que font les gens. Des fois quand ils cherchent à automatiser ce genre de choses, ils se disent: «Ah, je vais développer un script shell». Le script shell, moi, je fais souvent du shell script. Ceux qui me suivent sur Twitter voient que moi, j'aime beaucoup faire du shell. Mais ça, finalement, est-ce que c'est pas sortir le marteau pilon pour écraser la mouche, sachant que Mec, finalement, répond déjà aux besoins, mais vraiment sans se prendre la tête. Ça permet vraiment d'avoir des cibles pour builder son application et des cibles de construction qui peuvent être implicites ou explicites, etc., etc. Donc voilà. Ah, Thierry, ouf, je vais voir un bout du live. Bah, bienvenue Thierry, mais on a bientôt terminé et ça va bientôt être à ton tour. Donc je lis souvent les makefiles sur BSD qui me permet de connaître les dépendances. La solution pour Hugo, je n'y avais jamais pensé. Bah, en fait, c'est très simple. Enfin, que ce soit Hugo ou un autre générateur de sites statique ou pas statique d'ailleurs, hein, parce que je l'ai déjà fait sur des gros projets Symfony, et franchement c'est super pratique, notamment par exemple lorsqu'on veut générer avec Symfony des entités, mais avec une syntaxe ou comment je dirais, des règles spécifiques, etc., c'est bien parce que ça permet de tout centraliser dans Make et d'utiliser des variables, etc. Donc, et comme ça, on est sûr que tout le monde, tous les intervenants sur le projet le font exactement de la même manière. Et donc, voilà, Make, c'est super pratique. Voilà, Make ou Taskfile ou ce que vous voulez, hein, ce genre d'outils qui permettent finalement d'avoir un point d'entrée unique. Donc je reviens donc au script shell. Le script shell peut être aussi un moyen de le faire, mais finalement ça nécessite presque de développer une CLI complète et donc quelque part de perdre un petit peu de temps sur ce qui n'est pas forcément important. Voilà. Ouais Thierry, tu arrives pile poil au moment où Makefile ou Taskfile. Alors moi je suis plutôt à l'ancienne, hein, donc moi c'est plutôt Makefile, mais Taskfile j'ai déjà utilisé et ça fait le taf. Après Taskfile c'est du YAML, donc si on aime le YAML. Par contre, TaskFiles, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a des choses que TaskFile ne sait pas faire et que Make sait faire, notamment tout ce qui est règles implicites de construction. Par exemple, je veux générer un point O automatiquement, il voit qu'il y a un point C, un point CC ou n'importe quoi d'autre, il est capable d'appliquer une règle implicite, etc. TaskFile, à ma connaissance, ne sait pas faire ce genre de choses. Il faut dire que Make a quand même 40 ans derrière de fonctionnalités qui ont été rajoutées, qui ont été raffinées et donc qui permettent, comment je dirais, d'être relativement productif sur le quotidien. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais aborder avec vous pour aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions sur les Makefile et Taskfile, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à en parler sur Twitter ou à d'autres moments, même en DM. Hein, n'hésitez pas à venir me shooter un DM, on peut en discuter. Je vais vous remettre donc la vidéo de Johan Bernabeu qui en a parlé, qui a fait du live code justement sur sa chaîne YouTube, donc je vous remettrai le lien, allez voir. Donc c'est un cas d'usage de Makefile pour un projet Symfony. Voilà, écoutez, moi maintenant je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une excellente semaine, et puis pour celles et ceux qui veulent et qui peuvent, n'hésitez pas à switcher tout de suite sur la chaîne de Titimobi. Je sais pas Thierry si tu as déjà lancé ton stream. Dis-moi si tu as lancé ton stream, auquel cas on va faire un petit raid. Rinçage d'assiette et j'arrive pour Cannes. Bon, alors on retrouve Thierry tout à l'heure dans quelques minutes sur sa chaîne. Et donc on va écouter ce qu'il aura à nous raconter pour aujourd'hui. Et donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao, bye bye.